Bonjour, je suis bien content de vous retrouver pour cette nouvelle fiche de diététothérapie chinoise pour préciser un concept qui n'est pas traditionnel mais qui va éclairer un certain nombre d'observations que j'ai pu faire dans les vidéos consacrées aux aliments et aujourd'hui donc en particulier je voudrais apporter quelques précisions à une notion que j'emploie à l'occasion, la notion d'anti-aliment. Alors, certains ont pu penser que je confondais cette notion avec celle d'anti-nutriments, mais je voudrais vous expliquer un petit peu ce que recouvre cette notion. Alors, évidemment, elle recouvre le concept d'anti-nutriments, mais elle est beaucoup plus large. Alors un anti-aliment, c'est quelque chose qui peut contenir des antinutriments. Les céréales en sont un bon exemple et vous savez que c'est la raison pour laquelle je suis partisan d'une expérimentation des régimes non céréaliens, conformément à la tradition des immortels taoïstes en Chine ancienne. Tradition qui exprimait sa méfiance à l'égard des céréales en disant simplement d'une manière poétique que les céréales nourrissent les trois cadavres. Donc pour ceux qui s'imaginent que la Chine est le pays du blé et du riz, eh bien vous voyez c'est tout de même un petit peu plus complexe que cela. Alors dans les céréales, dans les graines, spécialement dans les légumineuses, il y a des antinutriments. Je vais prendre un exemple, l'acide phytique. Il y a beaucoup d'antinutriments. C'est une notion qui aujourd'hui est bien étudiée par la science et qui confirme une certaine méfiance de la Chine à l'égard des céréales et des légumineuses en particulier. L'acide phytique, pour ne prendre que cet exemple, c'est une molécule chimique qui diminue et à certaines doses même neutralise complètement la biodisponibilité des nutriments de l'alimentation. Pour ce qui est de l'acide phytique, par exemple, c'est le fer, le calcium, le zinc et d'autres minéraux, mais principalement ceux-là qui sont visés. D'ailleurs, pour votre culture, sachez par exemple que cette présence massive de l'acide phytique dans les premières graines qui ont été cultivées par l'humanité sédentarisée au tournant de la révolution du néolithique il y a 12 000 ans, c'est pour cette raison que, du fait de cette consommation massive de céréales et de graines, que l'humanité aurait rétréci de 10 cm en moyenne. L'homme sédentarisé de la révolution néolithique est moins grand que ses ancêtres. Sans doute pour cette raison, puisque l'acide phytique a donc un effet déminéralisant. Bon, alors, les antinutriments sont évidemment des anti-aliments, ce qui nous invite à plus de prudence et de circonspection dans la consommation que nous en faisons. Mais un anti-aliment, c'est plus que ça. Un anti-aliment, c'est un aliment pour la grande distribution, pour la loi. L'anti-aliment est considéré comme un aliment par la loi. Donc, il est très important de souligner que ce que j'appelle anti-aliment n'est pas considéré par la loi comme étant un poison. Ce sont donc, et c'est tout le problème, des produits qui sont en vente libre dans nos supermarchés. Deuxièmement, il faut dire que ces anti-aliments, abusivement appelés aliments par l'industrie et le commerce, sont repérés et référencés par la science comme étant des poisons, comme étant toxiques à certaines doses. Les anti-aliments ressemblent à des produits fermiers, ils ressemblent à des produits naturels, ils sont quasi naturels dans leur forme et la présentation qu'on peut en faire, notamment sur le plan publicitaire, mais ce sont des produits industriels, ils présentent toutes les caractéristiques des produits industriels et ont l'inconvénient
de ces produits industriels. Donc ils sont transformés, parfois jusque dans leur ADN. Je pense à des animaux qui sont génétiquement modifiés pour avoir telle et telle propriété. Donc on a une intervention massive de l'homme sur ces produits qui sont des artefacts. Et d'autre part, ils sont pollués et reconnus comme étant pollués, comme étant toxiques par la science elle-même. Pollués pour obtenir des gains de productivité, évidemment. C'est le profit qui est toujours le moteur de la guerre. Alors pollués par quoi? Pollués par des antiparasitaires, au motif qu'il faut préserver ces bétails. Eh bien, on les gave de produits contre les parasites qui les dévastent du fait des conditions dans lesquelles ils sont parqués. Ils sont nourris à coups d'antibiotiques, non seulement pour les guérir, mais aussi, disons-le, c'est tout à fait reconnu et identifié, pour les faire grandir, parce que un certain nombre d'antibiotiques agissent comme des stimulants hormonaux, en plus des stimulants hormonaux dont ils sont nourris par ailleurs. On continue de nourrir les animaux aux farines animales, nonobstant le problème de la vache folle. Simplement, la législation a varié tout à fait, elle a évolué. On ne nourrit pas, par exemple, des volailles avec des farines de volaille. Non, on donne des farines de volaille au porc, etc. On croise pour éviter des phénomènes de cannibalisme, mais on continue de traiter les animaux, y compris herbivores, comme des carnivores, et cela évidemment a des effets. On les nourrit, ces animaux, avec des métaux lourds, puisque par la chaîne d'alimentation qui nous renvoie jusque dans les stations d'épuration où on va chercher des engrais, eh bien on trouve toutes sortes de perturbateurs endocriniens et de métaux lourds qui servent pour fertiliser les productions industrielles de céréales avec lesquelles on nourrit les bétails. Et évidemment, cela finit dans l'estomac des hommes qui mangent cette viande. Pour ne pas parler des anxiolytiques dont on gave, encore une fois, ces animaux avant de les mener à l'abattoir pour faciliter, comme il se doit, le travail des équarrisseurs. Bien, donc la viande c'est de notoriété publique, désormais dénoncée par l'Organisation mondiale de la santé depuis plus de 2 ans. Je tourne cette vidéo en 2018, mais depuis plus de 2 ans, l'Organisation mondiale de la santé a dénoncé la consommation de viande comme étant cancérogène, augmentant les risques de cancer. Et donc, c'est cela, un anti-aliment. Il n'en reste pas moins que, comme je le disais, ces anti-aliments sont légalement vendus sous le titre d'aliments dans les circuits de la grande distribution, du commerce. Et nous les consommons, enfin certaines personnes en consomment, hélas, tous les jours. Bon, le troisième point et le dernier que je voudrais évoquer ici, c'est celui de la tradition chinoise. Je vais prendre encore l'exemple de la viande, qui n'a jamais été considérée véritablement comme un aliment, tout en étant accessoirement considérée comme un médicament. On peut manger de la viande, voilà ce que dit la tradition chinoise. Et je vous invite à relire Sionneau, par exemple, que je cite souvent, et vous verrez qu'il évoque dans ses ouvrages, qui sont assez bien référencés à la tradition chinoise, et il évoque les viandes, mais toujours pour nous dire qu'il faut en consommer avec modération, et en nous expliquant qu'elles servent à traiter les syndromes de grand vide. Bah oui. Historiquement en Chine, on consomme, comme dans la plupart des grandes civilisations du monde, enfin du passé, on consomme les viandes à l'occasion de sacrifices religieux, donc l'animal a une fonction sacrificielle, il est un objet de valeur qu'on sacrifie pour exprimer son renoncement à l'égard des biens de ce monde.
Et puis, c'est d'autre part un produit qu'on consomme dans des situations particulières donc de fatigue, hein, spécialement pour la convalescence, hein, quand l'énergie vitale est affaiblie. Donc, les viandes, on les consomme exceptionnellement, très occasionnellement et pour des durées limitées. Notre système digestif n'est pas apte à s'en nourrir quotidiennement. D'ailleurs, vous verrez qu'il y a une contradiction, si vous y regardez de près, entre le fait qu'on vous dit souvent dans les manuels de diétothérapie chinoise que les viandes sont indigestes et le fait qu'elles tonifient la digestion. Ben oui, si vous en mangez un petit peu parce que votre énergie vitale était en vide, eh bien, vous en serez amélioré. Votre niveau d'énergie montera. Mais si vous en consommez régulièrement, eh bien, cela va bousiller tout simplement votre système digestif, et c'est la raison pour laquelle nous souffrons tellement de pathologies cardiovasculaires en Europe. En Europe et dans tous les pays riches où nous consommons tellement de produits animaux. Trop, beaucoup trop. Hein, donc voilà, ça c'est la dernière caractéristique de certains anti-aliments qui peuvent se retrouver dans la liste des produits à visée pharmacologique, à visée thérapeutique dans l'arsenal de la diététothérapie chinoise. Oui, ce sont des produits que nous absorbons par la bouche. Mais ça ne veut pas dire que ce sont des aliments au sens où, par exemple, les fruits et les légumes sont des aliments dont on peut se nourrir tous les jours. Donc il y a pour ces anti-aliments qui sont des médicaments, des conditions de consommation extrêmement précises, extrêmement restreintes. Et il faut y regarder à 2 fois avant de les consommer. Voilà, j'espère que j'ai suffisamment précisé ce qu'est pour moi un anti-aliment et la raison pour laquelle j'utilise ce terme un petit peu barbare, un petit peu étranger en tout cas à l'arsenal conceptuel de la médecine traditionnelle chinoise, mais j'espère que mes arguments vous auront convaincu et que vous comprendrez le bien fondé de ce terme un peu nouveau. Je vous souhaite une très belle journée, je vous donne à très bientôt rendez-vous sur notre chaîne Quintessence pour de nouvelles fiches de diététothérapie chinoise avec les formations énergie. À très bientôt.